collègues, je prends la parole à partir du territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins Anishinabés. Cette reconnaissance territoriale est très importante dans le cadre de ce projet de loi. En effet, il est capital de rappeler encore et toujours la présence des peuples autochtones sur le territoire actuel du Canada, et ce, depuis des temps immémoriaux. En juin dernier, j'ai eu l'honneur de déposer mon premier projet de loi S-286, loi instituant le mois national de l'immigration. C'est donc avec une émotion certaine que je m'exprime devant vous aujourd'hui au sujet de cette initiative. Elle se réfère à mon propre parcours de vie et à celui de plusieurs d'entre vous ici dans cette illustre chambre et des millions d'autres, des millions de compatriotes venus de partout, dans toutes les régions du monde, pour enrichir notre pays de leur expérience, de leur contribution et contribuer à notre histoire. Permettez-moi de commencer par une anecdote, une petite scène de vie dont j'ai été témoin lors d'une soirée de gala à Montréal. Elle est à l'origine, en effet, du projet de loi dont je vais vous parler aujourd'hui. Mon mari et moi avions engagé une discussion avec une invitée durant le cocktail de réseautage qui précédait un gala de levée de fonds. Apparemment surprise d'entendre mon mari parler un excellent français, la dame à qui on s'adressait lui a demandé d'où il venait. Malicieux, mon mari a feint de ne pas comprendre le sens de sa question et lui a répondu avec un brin d'humour qu'il venait de Laval. Devant le regard perplexe de la dame qui ne semblait pas comprendre et satisfaite, qui n'était pas satisfaite de sa réponse, il a finalement révélé son origine camerounaise. Et il a posé la même question en retour. Et très confuse, la dame lui a demandé ce qu'il voulait dire. Mon mari lui a dit gentiment, lui a rappelé gentiment qu'à sa connaissance, en dehors des peuples autochtones, tous les autres Canadiens sont venus d'ailleurs. Il lui a suggéré de s'informer auprès de ses parents, de ses grands-parents, pour connaître la provenance de leurs ancêtres, de ses ancêtres. Alors, donc, je m'excuse. Cette scène de vie et cette interrogation, chers collègues, sont très souvent fréquentes et très révélatrices. Elles m'ont incité à formuler le rappel de notre histoire commune, de notre commune histoire, comme venue d'ailleurs, et à le faire par un projet de loi. Tenant sur 3 simples articles, le contexte, le texte de ce projet de loi est très fort simple. Sa visée l'est tout autant. Il s'agit de célébrer annuellement, par un mois qui lui est dédié, le rôle essentiel de l'immigration dans la construction de notre pays. Le Canada a été façonné par ses immigrants et immigrantes. Ils et elles ont bâti le pays que nous chérissons aujourd'hui. Elles et ils ont bâti notre pays qui suscite l'admiration dans le monde.
Quel que soit le domaine retenu, force est de constater que le rôle déterminant des immigrants dans les réalisations qui font notre fierté. Je donnerai juste quelques exemples de ces immigrants et fiers Canadiens qui ont contribué à écrire l'histoire récente de notre pays et dont nous sommes très fiers. Jean Augustine, originaire de Grenade, elle a été la première femme noire élue au Parlement canadien. Elle a été la première femme noire canadienne à occuper le poste de ministre fédéral de la Couronne. Elle a joué un rôle crucial dans la reconnaissance du mois de l'histoire des Noirs au Canada. Dany Laferrière, écrivain et académicien né en Haïti, il a enrichi la littérature québécoise et canadienne avec ses œuvres. Il est membre de l'Académie française, ce qui contribue au rayonnement culturel du Canada. Dr Abdoulaye Baniré Diallo, né au Sénégal, est un professeur de bioinformatique et d'intelligence artificielle de renom à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Il est le lauréat du Next Einstein Forum en 2019. Dr Diallo est aussi impliqué dans le développement de la politique nationale de recherche et d'innovation. Gérard Herzberg fut de son côté, selon le Conseil national de la recherche du Canada, l'un des plus grands esprits du pays. Né en Allemagne, il fuit avec sa femme les persécutions de l'Allemagne nazie et arrive au Canada en 1935. En 1971, il reçoit le prix Nobel de chimie pour sa contribution à la connaissance de la structure électronique et de la géométrie des molécules. D'origine grecque, Mike Lazaridis, qui a quitté la Turquie pour le Canada, il a marqué le secteur des communications grâce à sa célèbre invention, le BlackBerry, ce téléphone portable qui a connu une renommée mondiale dans les années 2000. Ces contributions, chers collègues, doivent pleinement être reconnues et célébrées, et justice doit être rendue à ceux et celles qui les ont réalisées. Je crois sincèrement que c'est là une directive efficace pour favoriser l'intégration et la rétention des nouvelles générations d'immigrants. Avant d'aborder en détail les motifs qui ont amené à proposer que le Canada se dote d'un mois national de l'immigration, j'aimerais tout d'abord faire une mise au point. En effet, il ne vous aura pas échappé que notre politique migratoire fait l'objet de nombreux débats qui résonnent quasiment quotidiennement dans l'actualité. Certains de ces débats sont très utiles, voire nécessaires. D'autres se rapprochent dangereusement des théories de rejet, d'exclusion, qui n'ont pas leur place dans notre pays. En tant que fière québécoise et canadienne, issue de l'immigration, je ne cacherai pas que je me sens interpellée et je suis très inquiète par rapport aux discours extrémistes, xénophobes actuels, qui tendent vers un rejet total de toute forme d'immigration. Les partisans de cette ligne dure insinuent dangereusement que les immigrants sont en grande partie responsables des problèmes économiques et sociaux de notre pays. Je tiens à rappeler que notre pays a été bâti par des vagues successives d'immigrants. Aujourd'hui encore, l'immigration est essentielle pour répondre aux défis démographiques et économiques auxquels nous faisons face.
Alors, le vieillissement de la population canadienne et les besoins croissants en main-d'œuvre qualifiée rendent l'immigration plus nécessaire que jamais. Cependant, l'intégration de ces nouveaux immigrants, de ces nouveaux arrivants, doit être une priorité absolue. Cela nécessite des efforts tant de la part des nouveaux arrivants eux-mêmes que de la société d'accueil. Il faut aider ces nouveaux arrivants à s'adapter à leur nouvel environnement, leur apprendre la langue et les coutumes locales, tout en leur permettant de conserver leur identité. Ce processus prend du temps, chers collègues, mais il est réalisable et bénéfique pour tous. Il est aussi impératif chers collègues, désolée. Il est aussi impératif, chers collègues, de mettre en garde contre les politiques xénophobes qui cherchent à diviser. Le Canada doit rester un exemple de tolérance et d'inclusion. En accueillant les immigrants et en facilitant leur intégration, nous renforçons notre société et nous assurons un avenir prospère pour tous. Mais nous devons aussi investir pour mieux accueillir, retenir et assurer la prospérité économique de nos nouveaux arrivants. De même, nous devons investir dans la sécurisation de nos frontières et punir sévèrement ceux qui sont impliqués dans le trafic d'immigrants. Chers collègues, l'immigration n'est pas notre problème, comme certains le répètent tristement. Au contraire, elle est notre histoire, ancienne et récente, notre levier pour l'avenir. Mon projet de loi ne vise donc pas à appeler à plus ou moins d'immigrants au Canada, ou encore à prendre parti de tel ou tel élément de la politique migratoire. Il se situe à un tout autre niveau et se place dans la ligne du temps. Ce projet de loi se réfère aux générations successives d'immigrants dans notre pays et qui ont contribué à son essor dans des domaines évoqués précédemment. Ces générations l'ont développé comme société multiculturelle à l'image du monde. L'objectif principal de ce projet de loi est donc de rappeler à tous les Canadiens, le fait que nous sommes presque tous venus d'ailleurs à différentes époques. Sans être une historienne, je vais me permettre, chers collègues, ici de présenter les différentes vagues d'immigration, les différentes vagues migratoires dans notre pays. Tout d'abord, il est indispensable de reconnaître que le Canada n'était pas vierge et inhabité lorsque les Européens y sont venus pour la première fois, voilà plus de 5 siècles. On a utilisé à tort le mot « découverte » pour nommer cette venue. En effet, en parlant de découverte, il y a une nuance à faire, une nuance à apporter, car d'après une étude parue en 2021 dans la revue scientifique Nature, il a été prouvé que les Vikings étaient présents à Terre-Neuve dès 1021. Il est avéré aussi que les peuples autochtones, alors estimés entre 350 000 et 500 000 personnes, mais certains vont même jusqu'à 2 millions, ont eu des contacts avec les Vikings à cette époque. Selon l'Encyclopédie canadienne, un courant majoritaire estime la venue de premières vagues d'immigration en provenance du nord-est de l'Asie
entre 30 000 et 13 500 ans avant notre ère. Dès 1904, les explorateurs français Pierre de Monts et Samuel de Champlain fondent les premiers établissements européens. En 1608, Champlain fonde la ville de Québec. Par la suite, les colons français peuplent progressivement ce qui est alors appelé la Nouvelle-France. Selon l'Encyclopédie canadienne, en 1535, de 1535 à 1763, on estime à environ 10 000, y compris 2 000 femmes, et le nombre de Français qui se sont établis en Nouvelle-France. En 1763, lorsque la Grande-Bretagne prend le contrôle de la région, la population atteint 70 000 personnes. Elle sera complétée par l'arrivée d'un grand nombre d'Américains loyaux à la couronne britannique. Au XIXe siècle, une immigration nombreuse, particulièrement européenne, arrive ensuite au Canada. Celle-ci est composée majoritairement d'Irlandais, dont l'arrivée est considérée comme la première grande vague d'immigration après celle des Français et des Américains. Par la suite, à la création de la Confédération en 1867, la population du Canada totalise 3,6 millions de personnes, dont 1 million sont les descendants d'immigrants français et 2,1 millions les descendants d'immigrants américains loyalistes, britanniques et irlandais. Le besoin d'occuper les terres, et notamment celles de l'Ouest, et la relative faiblesse numérique de sa population conduisent le Canada à considérer l'immigration comme un moteur essentiel de développement du pays. Mais il s'agira alors d'une immigration très sélective, dont les Asiatiques et les Noirs sont exclus. Il faudra attendre l'après-Deuxième Guerre mondiale pour que les lois discriminatoires et restrictives soient progressivement remplacées par les lois d'application générale. Cette grande migration crée de fortes tensions avec les peuples autochtones, dont les Métis et les Premières Nations feront l'objet de déplacements forcés de leurs terres. Cette crise culmine en 1885 avec la résistance du Nord-Ouest. Après cette période, selon le guide de Découvrir le Canada, on estime qu'1 million de Britanniques et 1 million d'Américains immigrent au Canada. Par la suite, une migration de plus en plus diversifiée fait son apparition pour faire face à des défis d'aménagement du territoire. Présents dans divers secteurs stratégiques comme les industries, les mines ou la construction, ces immigrants sont les architectes de ce nouveau pays qu'est le Canada. Tout au long du XXe siècle, l'immigration au Canada poursuit sa lancée, notamment à l'Ouest. Ces immigrants contribueront à faire des prairies la puissante région agricole qu'elle est toujours aujourd'hui. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays devient attrayant pour les Européens du Sud qui traversent des moments de grande difficulté. Ils vont notamment construire le cœur de nos principales villes. Le Canada devient progressivement une terre d'accueil. Il met fin à ses lois et règlements discriminatoires et reçoit successivement des demandeurs d'asile fuyant les États parias et les déplacés de guerre. Un grand nombre proviennent de l'Europe de l'Est et de l'Asie du Sud-Est. Ce soudain afflux pousse le Canada à innover en matière de politique d'immigration. C'est ainsi que sera mis en place le premier programme canadien de parrainage privé des réfugiés, grâce auquel plus de 50% des réfugiés vietnamiens, cambodgiens et laotiens sont accueillis au Canada.
Ce faisant, dès le début des années 60, d'après le guide Découvrir le Canada, on estime que le tiers des Canadiens ont une origine autre que britannique et française. Les vagues migratoires successives des 19e et 20e siècles ont progressivement contribué à la montée d'une société multiculturelle dans notre pays qui compte la proportion la plus élevée d'immigrants parmi les pays du G7. En effet, selon Statistique Canada, en 2021, plus de 8,3 millions de personnes soit près du quart, 23% de la population canadienne, étaient ou avaient été des immigrants reçus ou des résidents permanents au Canada. L'organisme souligne qu'il s'agit, je cite, de la plus forte proportion depuis la création de la Confédération, dépassant le sommet précédent atteint en 1921, soit 22,3%. Fin de citation. Plus encore aujourd'hui, étant donné que la population canadienne vieillit peu à peu et que son taux de natalité reste inférieur au taux de renouvellement de la population, l'immigration constitue de nos jours le principal moteur démographique du pays. En 2041, selon les projections de Statistique Canada, les immigrants pourraient ainsi représenter 29,1%, entre 29,1% à 34% de la population canadienne. Chers collègues, cette brève rétrospective de l'histoire de la population canadienne, à travers cette brève rétrospective, j'ai voulu vous démontrer une seule chose. À diverses périodes, nous sommes tous et toutes venus d'ailleurs, en dehors des peuples autochtones. Il y a 1000 ans, 5 siècles, 4 générations, 3 décennies, 1 mois ou une semaine, nous sommes tous venus d'ailleurs. Toutefois, nous ne devons jamais oublier que ce processus de peuplement du pays et d'occupation du territoire a bien souvent conduit à une dépossession des cultures, des langues, des traditions, des terres des peuples autochtones. Ainsi, notre pays est à la fois le fruit des espoirs des uns et le rêve des millions d'immigrants venus des 4 coins du monde pour construire une vie meilleure. Malheureusement, pour les peuples autochtones, il s'est agi d'une entreprise d'effacement tragique de leurs droits, de leurs biens matériels et immatériels. Ces deux réalités sont les deux faces d'une même pièce. Elles constituent notre histoire. Elles nous créent une exigence de justice, de réparation, de compensation et aussi un devoir de mémoire qu'il nous faut partager avec les générations futures. Une autre raison, chers collègues, a motivé ce projet de loi. Il s'agit de la multiplication des motions et des lois concernant la célébration du patrimoine de telle ou telle communauté vivante au Canada. Indéniablement, le but poursuivi par ces diverses initiatives est légitime et procède d'ailleurs du même constat que le mien. La nécessité de mettre en valeur les contributions inestimables des immigrants à notre pays. Je vois le mois de l'histoire, je vois le mois national de l'immigration comme une prise de conscience utile. En ce temps où certains n'hésitent pas à rendre les immigrants responsables de certaines situations sociales complexes et difficiles, ils pourraient agir comme une vitrine, une occasion pour tous nos groupes d'origine immigrante de faire valoir leurs contributions et de faire rayonner leur communauté. En rassemblant les nouvelles célébrations, ce mois national, loin de le diluer, agirait
comme une tribune, leur tribune. De même, ça offrira un espace commun pour souligner la richesse des apports de tous les immigrants, quelle que soit la taille et l'importance de leur communauté. Chers collègues, j'ai pu mesurer à quel point l'instauration d'un mois national de l'immigration recevait l'appui de très nombreux groupes auxquels j'ai eu la chance de présenter le projet. En effet, le 15 mois dernier, mon équipe et moi avons organisé une table de concertation afin de recueillir les avis des organisations représentant les intérêts des immigrants. Nous avons ainsi contacté et réuni une trentaine d'organisations pour les inviter à donner leur avis sur l'initiative que je porte. Au cours de cette séance très fructueuse, nous avons ainsi reçu les commentaires des parties prenantes situées dans l'ensemble du pays et représentant les plus importantes communautés immigrantes. Le message que nous avons reçu est sans appel. Toutes ces parties prenantes ont confirmé le soutien à un projet de loi instituant le mois national de l'immigration. Bien sûr, cette consultation n'a pas eu l'ambition d'être exhaustive, mais elle a eu le mérite de réaliser un coup de sonde sérieux sur la réception que réserveraient les organisations concernées au projet de loi. Nous avons aussi poursuivi nos consultations, cette fois par téléphone au cours de l'été. J'ai aussi interrogé mes interlocuteurs sur le mois qui devait être choisi pour concrétiser l'initiative. Un certain consensus s'est dégagé sur le mois de novembre. En effet, ce mois de novembre s'avère pertinent à plusieurs égards. Tout d'abord, le mois de novembre voit déjà se tenir la semaine de l'immigration francophone qui, d'après le site Internet des organisateurs, je cite, rassemble des milliers de francophones des 4 coins du pays pour célébrer la richesse de la diversité culturelle et l'apport des immigrants et immigrantes dans les collectivités francophones et acadiennes. Fin de citation. Ensuite, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui établit les notions et principes fondamentaux en matière d'immigration et de protection des réfugiés a été sanctionnée le 1er novembre 2001. Je tiens à rappeler le caractère central de cette loi qui encadre la politique migratoire moderne du Canada. À travers un survol historique des étapes charnières de celle-ci, j'aimerais vous montrer en quoi cette loi est si importante. La population migratoire, la politique migratoire que nous connaissons aujourd'hui, fondée sur des principes objectifs et universels, n'a pas toujours figuré dans les normes canadiennes. Durant une longue période de notre histoire, la politique migratoire canadienne se concentrait sur une immigration blanche et de préférence en provenance de l'Empire britannique, de l'Europe centrale et des États-Unis. Toutefois, en réponse à la demande criante, de main-d'œuvre, établit une liste de colons idéaux par ordre décroissant de préférence. Je cite ici textuellement l'encyclopédie canadienne. Les agriculteurs britanniques et américains sont suivis des Français, des Belges, des Hollandais, des Scandinaves, des Suisses, des Finlandais, des Russes, des Austro-Hongrois, des Allemands, des Ukrainiens et des Polonais. Tout près du bas de la liste viennent ensuite ceux qui, dans l'esprit du public et du gouvernement, sont moins assimilables et moins désirables.
c'est-à-dire les Italiens, les Slaves du Sud, les Grecs et les Syriens. En dernier se trouvent les Juifs, les Asiatiques, les Gitans et les Noirs. Fin de citation. Comme vous pouvez le constater, chers collègues, c'est peu dire que les critères d'immigration de l'époque étaient discriminatoires. De plus, les candidats à l'immigration non blancs se voient même refuser l'entrée au pays pour des motifs racistes. Par exemple, en 1911, le Canada interdit presque totalement l'immigration des Noirs. Et ils ne sont pas les seuls concernés, car déjà en 1885, les immigrants chinois sont sommés de payer une taxe spéciale et en 1923, ils se verront quasiment refuser l'entrée sur le territoire canadien. L'immigration en provenance du Japon et de l'Inde sera, elle aussi, fortement restreinte. En 1919, par l'intermédiaire d'une loi sur l'immigration révisée, le gouvernement interdit l'accès au territoire canadien de certains groupes, comme les communistes, les Ménonites, les Dunkubor. De surcroît, les gens originaires de pays ayant combattu le Canada pendant la Première Guerre mondiale, comme les Autrichiens, les Hongrois, les Turcs, se voient réserver le même sort. Les motifs religieux sont aussi utilisés pour exclure les groupes d'individus spécifiques. Ainsi, en 1939, les réfugiés juifs fuyant l'Allemagne nazie à bord du paquebot MS Saint-Louis se voient refuser l'entrée au Canada. L'interdiction formelle de l'immigration chinoise est levée en 1947. Et le 22 juin 2006, le Premier ministre Stephen Harper présentera d'ailleurs officiellement ses excuses pour la taxe d'entrée de 1885 à 1923 et la politique d'exclusion de 1923 à 1947. La politique migratoire canadienne se modernise alors en 1967 avant l'adoption d'un système de pointage permettant de classer les immigrants selon leur admissibilité. La couleur de peau ou la nationalité ne sont plus utilisées comme critères pour sélectionner les immigrants. On privilégie désormais les aptitudes linguistiques, maîtrise de la langue française ou de la langue anglaise, le niveau de scolarité, la compétence professionnelle et les liens familiaux, ce qui pave la voie vers le système d'immigration que nous connaissons aujourd'hui. Toutefois, bien que le Canada soit signataire de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés et de son protocole de 1967, il n'y aura pas de programme encadrant les demandes de statut de réfugié au Canada. Chaque demande est toujours étudiée au cas par cas. La loi sur l'immigration de 1976 constitue une modification radicale en la matière. Elle énonce pour la première fois des objectifs clairement définis pour les politiques migratoires canadiennes et des priorités, entre autres le regroupement familial, la diversité et la non-discrimination. Elle protège désormais les réfugiés comme un groupe distinct d'immigrants dans le droit canadien et contraint le gouvernement à respecter ses obligations en vertu des accords internationaux. En 1979, le fameux programme de parrainage privé est lancé. Unique en son genre, il a permis, depuis sa quarantaine d'années d'existence, d'accueillir plus de 327 000 réfugiés au Canada. Bien que perfectible, il demeure encore aujourd'hui l'une des grandes réussites de la politique migratoire canadienne. En 1980, on crée 5 catégories pour accéder au Canada. Indépendants, c'est-à-dire les personnes présentant leur propre demande. Humanitaires, c'est-à-dire les réfugiés et les personnes persécutées ou déplacées. Familiaux, c'est-à-dire ayant la famille immédiate vivant au Canada, parents aidés, parents éloignés, parrainés par un membre de la famille au Canada. Et économiques, personnes ayant des compétences professionnelles
très recherchées ou celles qui sont prêtes à ouvrir une entreprise ou à investir de manière significative dans l'économie canadienne. Finalement, le 1er novembre 2001, la loi sur l'immigration de 1976 est remplacée par la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. La nouvelle loi maintient une part substantielle des principes et des politiques de la précédente, notamment les différentes catégories d'immigrants. En outre, elle étend la catégorie famille pour inclure les couples homosexuels et les unions de fait. Cette loi est la pierre angulaire de la politique migratoire canadienne actuelle. La loi sur l'immigration et la protection des réfugiés adoptée le 1er novembre 2001 constitue alors un argument supplémentaire en faveur d'un mois national de l'immigration qui pourrait avoir lieu chaque année au mois de novembre. J'ajouterai aussi que ce mois est propice à l'organisation d'activités parlementaires car il correspond le plus souvent à des périodes où la Chambre des communes et le Sénat ne siègent pas. De plus, en dehors du jour du souvenir, le calendrier événementiel du Parlement est relativement peu chargé, permettant ainsi la tenue d'autres célébrations nationales. Ce mois national de l'immigration serait sans aucun doute l'occasion de mettre de l'avant les contributions de nos communautés immigrantes. Le palier fédéral a un rôle important à jouer dans ces célébrations. Tout d'abord, Patrimoine Canada, Immigration et réfugiés, Citoyenneté Canada et bien entendu notre Parlement. Nous devons aussi donner une place et une visibilité à nos communautés immigrantes. Leur implication dans les communautés mérite d'être davantage connue et reconnue. Chers collègues, je souhaiterais vous dire un mot sur mon propre parcours immigrant. Si le temps me permet, je suis née à Bafia, dans un petit village sans eau ni électricité du Cameroun, 18e d'une fratrie de 19 enfants, dont 6 filles. Je suis la seule de ces 6 filles qui a eu la chance de fréquenter une école. Je suis également la seule qui a immigré au Canada. En 1986, grâce à mon mari, un boursier de la défunte Agence canadienne de développement international, ACDI. Mon mari devait retourner au Cameroun après l'obtention de son doctorat en communication pour enseigner à l'École supérieure internationale de journalisme du Cameroun. Mais après sa soutenance, nous avons choisi de rester au Canada afin de donner des meilleures conditions de vie à nos 4 enfants, dont 3 sont nés ici au Canada. Aujourd'hui, à travers les différentes initiatives entrepreneuriales de ma famille, je suis fière et je peux affirmer que nous contribuons tous à la prospérité de notre pays. Par mon récit, chers collègues, vous avez pu constater que le Canada est fondamentalement une terre d'immigration. Celle-ci a façonné le pays que nous connaissons aujourd'hui. Cette réalité a d'ailleurs été saluée de manière non partisane au cours des dernières décennies par de nombreux premiers ministres aux couleurs politiques différentes. Ainsi, le très honorable Stephen Harper affirmait dans un article du Globe and Mail publié en 2012, je cite, « This government believes Canada needs... » Le gouvernement estime que le Canada a besoin de l'immigration, qu'il bénéficie de l'immigration et que ses besoins et avantages seront encore plus importants à l'avenir si les choses sont faites correctement. Fin de la citation. Chers collègues, la reconnaissance d'un mois dédié à l'immigration enverra un message fort à tous les Canadiens et à la communauté internationale. Par ce projet de loi, nous entendons reconnaître les bâtisseurs de notre pays, célébrer notre héritage commun et continuer à montrer notre engagement envers les valeurs d'inclusion, de diversité et de respect mutuel. Les immigrants sont le passé, le présent et l'avenir du Canada. Les immigrants sont le passé, le présent et l'avenir du Canada. C'est pourquoi je vous exhorte, honorables
sénateurs à voter sans délai le projet de loi C-286 qui vise à instituer le mois de novembre comme mois national de l'immigration au Canada. Pour ce faire, je crois sincèrement que vos contributions à ce débat seraient très précieuses. Seraient très précieuses, notamment en répondant aux questions suivantes. De quelle histoire, en fait, quelle est votre propre histoire personnelle d'immigration? Vos origines, par exemple. De quelle manière votre communauté a-t-elle participé à l'édification du Canada que nous connaissons aujourd'hui? Que faire pour améliorer notre vivre ensemble et changer certains regards sur l'immigration? Merci pour votre attention. Voilà.